Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Robert Kubica, le nouveau pilote Williams F1 qui ravit beaucoup de monde par son retour mais qui peut aussi faire quelques sceptiques. Et l'histoire de ce pilote est autant incroyable qu'elle ne peut pas vous laisser indifférent face à son talent mais aussi à la persévérance dont il a fait preuve durant toute sa vie. Robert Kubica est un pilote polonais de 34 ans et était considéré comme étant l'un des plus talentueux de sa génération. Et cette génération comprend Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso ou encore Nico Rosberg. Il eut un parcours semé d'embûches entre ses convalescences après de graves accidents ou la persévérance de son entourage dans les négociations pour rejoindre la F1. C'est un exemple d'une personnalité qui ne lâche jamais rien. Mais retour en arrière pour voir d'où sort ce Robert pour ceux qui ne le connaissent pas. Robert Kubica a débuté presque comme tout pilote en karting. Avec un gros effort financier de la part de ses parents pour lui payer des kartings corrects, il fut notamment aidé par un des meilleurs préparateurs moteurs de Pologne. Il remporte des championnats nationaux avant de partir pour l'Italie et continuer sa carrière. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Mick Schumacher, l'Italie est réputée pour avoir des championnats extrêmement relevés et réputé, que ce soit en karting ou en monoplace. Il a eu du mal à être titularisé pour rouler en championnat, mais il parvient et remporte finalement plusieurs fois les championnats d'Italie et d'Allemagne. Il saute finalement le pas pour aller en Formule Renault 2.0 ou Formule Renault 2 litres, repéré par le manager Pedro Diniz à l'époque. Et là aussi, il a été testé avant qu'on lui confie un volant. Il faut savoir qu'on se situe en 2001-2002. Et à cette époque, les simulateurs n'existent pas encore tout à fait. Faire des tests privés pour valider la qualité d'un pilote, c'est monnaie courante. Et les gosses de milliardaires ne sont pas encore présents pour la plupart puisqu'ils sont encore dans leur berceau. Il est alors soutenu par le programme de développement Renault et signe un titre de vice-champion en 2 litres. Il se fait éjecter du programme, mais parvient tout de même à s'aligner en F3 Euroseries au volant d'une Dallara de chez Prema Power Team. Sauf que malheureusement, le pilote polonais est victime d'un grave accident de la route en Pologne. Convalescence de 6 mois avant un retour en F3 qui ne convaincra pas malgré une victoire lors du week-end de son retour. Il re-signe pour de la F3 en 2004, cette fois-ci avec ASL Muke Motorsport, mais toujours sans réussite. On notera qu'il finira quand même deuxième de la fameuse et très réputée course de F3 de Macao devant son équipier, un certain Lewis Hamilton. Et là vous allez me dire, mais bon Dieu, Despiello, tu t'es foutu de nous, tu nous as dit que si on réussissait pas en F3, c'était mort pour la F1 et le reste. Oui, c'est vrai, la F3 est un tremplin. Si tu échoues comme Robert, il te faudra faire d'autres catégories pour confirmer que la F3, c'est pas révélateur de ton talent. Du coup, faut encore plus de pognon et ça prend encore plus de temps. Et surtout en 2005, il y a d'autres catégories équivalentes au GP2 comme la Formule Renault 3.5 qui n'existe plus aujourd'hui. Son manager, Daniel Morelli, parvient finalement à le placer dans une écurie modeste de Formule Renault 3.5 et malgré un budget serré, il remporte 4 victoires et le titre de champion de la catégorie. Et dans le même temps, au vu de ses résultats, tout le monde commence à s'intéresser à lui en Pologne et aussi à s'intéresser au sport mécanique. Et du coup, les portes de la F1 semblent enfin s'ouvrir en 2005, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Minardi, qui deviendra Toro Rosso en 2006, veut tester Robert pour le Grand Prix de Chine 2005. Malheureusement, la FIA refuse de lui attribuer sa super licence car il n'a pas fait les 300 km obligatoires au volant d'une F1, et ce malgré son titre en Formule Renault 3.5 qui à l'époque facilitait l'obtention du précieux sésame. Ne vous méprenez pas, à cette époque et encore aujourd'hui, la F1 c'est plus une histoire de contact qu'une histoire d'application de règlement. Des pilotes bien moins talentueux que Kubica ont obtenu très facilement ce permis de conduire F1. Cela avait d'ailleurs déjà agité les forums à cette époque. Son titre en Formule Renault 3.5 lui permet d'obtenir une séance d'essai au volant d'une F1 de Renault en décembre. Mais l'écurie a déjà 3 pilotes sous contrat, Alonso, Fisichella et Kovalainen. Après ce test avec Renault, il parvient à décrocher un autre test cette fois-ci avec Sauber, qui d'ailleurs deviendra BMW Sauber en 2006. Il est alors engagé en tant que 3e pilote pour la saison qui arrive. Il fait alors plusieurs séances d'essai le vendredi lors des week-ends de Grand Prix, un petit peu comme ce qu'on voit aujourd'hui en Formule 1. Et du coup, il se montre régulièrement plus rapide que les 2 pilotes titulaires, à savoir Nick Heidfeld et Jacques Villeneuve. Il faudra attendre la Hongrie pour que Kubica effectue son premier GP à la suite d'une indisponibilité de Villeneuve encore en mal après un crash au GP d'Allemagne. Et pour une première, quelques erreurs dans un Grand Prix complètement fou, mais une 7e place à l'arrivée. Sa voiture sera malheureusement déclarée non conforme et il sera déclassé. Forcément, sa performance plaît et il est confirmé en tant que pilote titulaire à la place de Jacques Villeneuve pour le reste de la saison 2006. Et lors de son 3e Grand Prix, il monte sur le podium à Monza. Il devient le 2e plus jeune pilote de l'histoire à monter sur un podium après Alonso. C'est pas rien quand même. Et maintenant, on passe à la partie la plus folle
de sa carrière. Il re-signe chez BMW Sauber en 2007 et entame un début de saison plutôt compliqué. Il dit avoir du mal à adapter son pilotage au gomme Bridgestone. Il parvient finalement à se mettre dans le bain. Quant au Grand Prix du Canada, c'est le drame. Dans le peloton, après une relance de safety car, il heurte la Toyota de Jarno Trulli et part dans le mur à 230 km/h. Il encaisse 75 G d'un coup et sur le moment, on se dit que c'est peut-être la fin. Il se fait transporter à l'hôpital et le diagnostic révèle qu'il a un traumatisme crânien et seulement une entorse à la cheville. Il sort dès le lendemain de l'hôpital et est prêt à en découdre pour le prochain GP. Et en plus de cela, et c'est peut-être le plus troublant, il portait une photo du pape Jean-Paul II, qui est d'origine polonaise, dans son casque. Et aujourd'hui, cela est envisagé comme étant un possible miracle par la religion catholique. C'est vous dire à quel point c'est complètement ouf comme histoire. La FIA lui refuse son retour, jugé trop rapide avec les conséquences qu'un accident similaire pourrait engendrer. L'histoire de dingue continue puisque cela donne l'occasion au troisième pilote de l'écurie de faire ses débuts en Grand Prix, un certain Sebastian Vettel, encore sous contrat BMW. Mais c'est pas fini. Kubica revient et continue sa saison en signant quelques bonnes performances lorsque l'année d'après, en 2008, sur le même circuit que son crash, il s'impose et remporte la première victoire de sa carrière. Il prend d'ailleurs la tête du championnat avec une voiture qui ne domine pas les débats de manière outrageuse. Mais la belle histoire s'arrête là. En 2009, bouleversement technique en F1, conséquence de la crise financière de 2008 et à la fin de la saison, 3 très gros constructeurs partent, BMW, Toyota et Honda. Kubica signe alors avec Renault et réalise une belle saison 2010 en signant quelques très beaux podiums. Mais Kubica est un passionné de rallye, un petit peu comme Kimi Raikkonen quelque part. Du coup, il participe à quelques rallyes durant l'année, et ce même après avoir étrenné la toute nouvelle Renault F1 de 2011. Et encore une fois, c'est le drame. Il fait une violente sortie de piste lors d'un rallye en Italie et contracte de graves blessures à la jambe et au bras droit. Sa main est pratiquement broyée et demande un très gros effort chirurgical. Il sera même placé dans un coma artificiel, c'est vous dire la gravité de la blessure. Finalement, quelques mois après, il doit se refaire opérer au niveau du coude pour retrouver un peu de mobilité. Autant vous dire que la saison 2011 de F1 t'oublie. Manque de bol, il refait une chute sur une plaque de verglas et se refracture la jambe qui avait été touchée lors de son accident de rallye. Et c'est reparti pour des opérations. La saison 2012 t'oublie aussi, ce qui permet à Lotus, anciennement Renault, de faire revenir Kimi Raikkonen à la compétition dans la catégorie reine du sport auto. Il a enchaîné tous les problèmes de santé que tout pilote espère ne jamais avoir à faire face dans sa carrière. Et en 2016, il revient sur les pistes. Il teste un certain nombre de voitures, GP3, Formule E, mais aussi LMP2. Bref, il ne se décide pas à prendre part à un gros championnat quand, en 2017, il teste une F1 de 2012 pour la première fois depuis son accident de rallye. Et alors, c'est pas un test de 10 tours. Il parcourt 115 tours et fait des longs relais, effectue des simulations de qualification, etc. Bref, tout ce que l'on ferait faire à un pilote qui serait prêt à sauter dans le grand bain. Puis c'est Williams qui va le faire tester sa monoplace de 2014 avec le V6 hybride, pour finalement continuer de le tester et de lui confier le poste de troisième pilote avant de le titulariser pour la saison 2019. Vous avez toute l'histoire. S'il revient en F1, ce n'est pas pour la beauté du geste ou par hasard. Au vu de sa carrière et de son histoire, revenir en F1 est un exploit de persévérance. Son accident de 2011 l'a sûrement privé de podium et de victoire et d'une place dans un top team. Mais qu'importe, même avec une main droite pas 100% opérationnelle, il arrive à démontrer son talent comme il a dû le faire depuis le karting. Alors oui, il ne fera probablement pas de podium avec l'une des pires voitures du plateau. Oui, il commence à se faire vieux et encore. Oui, c'est un pilote avec un handicap, mais malgré tout cela, on ne peut qu'approuver ce retour tant sur le plan émotionnel que sportif, surtout pour Williams. Mon pronostic sur Robert Kubica ? Honnêtement, je ne sais pas. Une petite voix au fond de moi espère qu'il mettra une grosse branlée à George Russell pour simplement montrer tout le talent qu'il a. Mais en même temps, cela fait très, voire trop longtemps qu'il n'a pas roulé en F1, ce qui en fait presque un rookie lui aussi. Et peu importe ses résultats, je serai toujours en admiration devant cette personne et son vécu. Et pour vous, Robert Kubica, vous en pensez quoi ?